Bonjour et bienvenue à Conversation avec des leaders. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Myriam Lavoie en conversation avec Lise Beauchemin. Avant de commencer, j'aimerais vous dire quelques mots au sujet de Compassion Ottawa. C'est un organisme qui vise un changement social, soit changer la culture de la mort. Un sujet qui est devenu quasi tabou dans notre société. Mais il faut apprendre à en parler puisque la mort, ce n'est pas une question de si, mais de quand. Notre modèle communautaire à Compassion Ottawa fonctionne de concert avec le système de santé et ses activités relèvent de ses bénévoles. Les communautés compatissantes encouragent et soutiennent leurs voisins, amis et familles avec la prestation de soins, le vieillissement, la mort et le deuil. Pour en savoir davantage sur nos activités, je vous encourage à explorer notre site web. Nous sommes très fiers du fait qu'il est maintenant disponible dans les 2 langues officielles. La plupart des gens sont mal à l'aise auprès des personnes mourantes et de leurs proches. Ils se demandent quoi faire, quoi dire, comment être. Eh bien, Myriam Lavoie et Lise Beauchemin, qui comptent ensemble plus de 45 ans d'expérience professionnelle en soins palliatifs pour adultes et pour enfants dans la région d'Ottawa, vont nous parler de sujets difficiles, en particulier l'accompagnement en fin de vie et l'importance de prendre soin de soi lorsqu'on est une personne aidante. Myriam et Lise ont formé et accompagné de nombreuses équipes de bénévoles et de professionnels de la santé en Ontario et au Québec. Nous allons maintenant vous afficher une diapositive sur les livres qui ont été publiés par Myriam, qui est auteure et écrivaine. Elle a publié 2 ouvrages, le fruit de ses longues années d'expérience. Donc, vous les voyez à l'écran. Au cœur du passage, Amour, espoir et réconciliation en fin de vie et When Death Knocks at Your Door. Et vous voyez une liste sommaire d'endroits où on peut se procurer ces livres. Je vous rappelle qu'une période de questions et réponses suivra la conversation de Myriam et Lise. Donc, nous allons passer maintenant à nos invités. Bonjour Myriam. Bonjour Lise, ça va bien ce matin? Ça va bien. Quel plaisir de se retrouver. On s'est connus quand les deux, on avait le même rôle. Toi dans un hôpital qui offrait des soins palliatifs et moi dans une maison de soins palliatifs pédiatriques à Ottawa. Donc, j'ai bien hâte d'avoir cette conversation ici avec toi aujourd'hui. Alors justement, parle-moi un petit peu de tes 35 ans d'expérience. 35 ans de carrière en soins palliatifs. C'est beaucoup à raconter en quelques minutes, hein? Disons que ces expériences que j'ai eues, j'ai eu le bonheur de recevoir, d'être témoin de ce que les gens vivent, les familles, les personnes qui se mouraient, et les bénévoles aussi, parce que j'ai été aussi coordonnatrice la moitié de cette carrière-là. Et ça a été vraiment un privilège d'accompagner les gens dans tout ce qu'ils vivaient et de cueillir leurs histoires, parce c'était tellement beau ce qu'ils vivaient, même si on pense, c'est très triste aussi, mais c'est quand même beau. Il y a vraiment des choses assez spéciales qui se passent. Et durant tout ce temps-là, quand je voyais que ma carrière quand même s'achevait à un moment donné, je me disais, mais c'est comme, qu'est-ce que je fais avec toute cette expérience-là que qui puisse continuer? Je me sentais comme, peut-être pas un devoir, peut-être une responsabilité, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça?
Et une bonne journée vraiment imprévue, au petit matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin, je ne suis pas une fille du matin, moi. Il y a des histoires qui ont commencé à me venir en esprit, puis je me disais, ben voyons, qu'est-ce que c'est? Alors, je prenais mon crayon papier, puis j'écrivais ces histoires-là. Et c'était tout un amalgame d'histoires de personnes que j'ai connues. Dans une histoire, je pouvais voir le père d'une famille, je pouvais voir les enfants d'une autre famille. Là, quand je parle d'enfants, naturellement, ce sont des adultes souvent. Et le tout formait vraiment des belles choses. Et je me suis dit, mais pour faire honneur à ces gens-là, je dois au moins écrire les histoires. Mais là, c'était une autre chose quand on vient à la publication, ça c'est autre. Et dans Bien, la... merci. Oui. Allez-y, allez-y. Et une amie, à un moment donné, une collègue de travail, elle me disait, mais Myriam, elle dit, c'est quand tu vas publier ton livre? Ben là, je n'avais vraiment pas en tête de le publier parce que c'est toute une démarche personnelle parce qu'on s'ouvre devant le public aussi dans tout ce qu'on a vécu et ça vient toucher beaucoup des émotions en nous. Et puis là, j'ai dit, ben, peut-être l'année prochaine. Ben là, elle me dit, et c'est une personne, une copine très directe, elle dit, ben là, il va être trop tard. Mon neveu se meurt et dans un an, il ne sera plus là. Mm. Alors moi, je me suis dit, ben, comment est-ce que je peux aider cette personne-là? Parce que c'est vraiment mon but, moi, c'est d'aider les gens et de transmettre ces connaissances. Fait que quand je suis arrivée à la maison, durant la fin de semaine, j'ai fait une petite brochure pour aider son neveu. Et j'ai écrit 4 histoires que je pensais qui étaient... j'ai copié 4 histoires que je pensais qui pourraient lui aider, lui. Et puis j'ai même dessiné la page couverture d'un trait de crayon et quoi, puis je lui ai remis. Voilà. Et ce qui a été vraiment intéressant, c'est que cette personne-là a lu et relu ces histoires-là dans sa fin de vie. Et elle me disait qu'elle avait vraiment trouvé une plus grande sérénité à la fin, qui était beaucoup plus détendue. Alors ça pour moi, ça a été vraiment comme un coup d'envoi pour publier ce livre-là. Et, euh, et une fois publié, le premier livre, parce que présentement, la couverture, vous avez vu, c'est une deuxième édition. La première édition, il y a certaines personnes qui m'ont dit ça a tellement aidé mon ami qui se mourait, ça a aidé la famille de telle personne. Alors là, j'étais vraiment contente d'entendre ça. Puis, dans le processus de publier le deuxième livre, je me suis dit, la maison d'édition, elle est fermée maintenant du premier livre. Alors, je me suis dit, pourquoi pas le republier en même temps? Juste comme doubler les tâches de travail, comme si j'avais rien d'autre à faire. Oui, mais tu as et je vais te tutoyer puisqu'on se connaît Oui, oui. tellement bien. Oui. Tu as tellement une belle plume et tu utilises un genre de style poétique. Les histoires, il y en a certaines que j'ai relues justement pour capter l'essentiel parce que des fois, il y a des messages là. En tout cas, c'est tellement poétique. Et ce que j'ai remarqué, c'est que tu utilises beaucoup dans tes écrits les termes leur famille et leurs proches, les proches aidants, la personne mourante, pas l'être aimé. Peux-tu élaborer un petit peu pourquoi tu utilises ces termes-là? Au fil des années, il était un temps, on pourrait dire, il était une fois, on utilisait l'être cher pour nommer les personnes plutôt que proches, plutôt que la personne mourante ou les proches. Et ces termes-là, on s'est aperçu au fil du temps, certaines familles nous ont remis à notre place en leur disant n'appelez pas cette personne-là l'être cher parce que vraiment, c'est pas le cas. Alors, il y a des personnes qui se meurent et leur relation avec les gens, selon leur style de vie et tout ça, ce ne sont pas nécessairement des personnes qui étaient très harmonieuses, pour ne pas dire autre chose.
Les relations étaient difficiles et puis quand on pense comme par exemple une personne qui était abusive, qui était manipulatrice ou des trucs semblables, c'était pas l'harmonie du tout. Alors au fil du temps, on a commencé à utiliser d'autres termes. Alors, comme parler des familles et des amis et comme par exemple famille, amis, la famille, maintenant, de nos jours, ça comprend les personnes que l'on nomme famille. Ce sont les personnes avec qui on est très près, parce que les familles, maintenant, elles sont dispersées un peu partout. Puis, il y a bien des gens, quand ils arrivent à un âge plus avancé, ils n'en ont plus de famille, reliées par le sang. Alors, leur famille devient euh, euh, les amis, les voisins, les familles. Donc, quand on parle de famille, puis si j'utilise le mot aujourd'hui, ça va comprendre toutes ces personnes-là. Puis les proches aussi, ça peut désigner tous ces gens-là et ça peut désigner aussi les membres professionnels du système de santé. Parce qu'il arrive que des gens sont complètement seuls, parce que ils n'ont plus personne autour d'eux à cause de décès, etc. Bien, ces proches-là, ce sont les personnes aidantes, les soignants, soignantes. Alors, c'est là qu'on voit avec les termes qui ont évolué et qui vont évoluer encore. Hein. Définitivement. Donc, en autres mots, la famille, ce n'est pas les gens qui sont liés par le sang. Non. Et ça peut tellement changer avec les années selon les circonstances et la réalité de la personne. Oui, c'est ça. Alors, si je comprends bien, tu as été témoin de plusieurs fins de vie, des derniers moments vécus par les personnes, par les proches, puis de leur famille. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce que c'est d'être témoin? J'ai été témoin de beaucoup, beaucoup de personnes qui sont décédées. J'étais là au dernier moment et aussi. Et dans le mourir, il y a le mourir veut dire le processus qui nous amène jusqu'à la fin. C'est un terme qui est utilisé couramment. Dans le mourir aussi, j'en ai accompagné plusieurs personnes parce qu'on n'a pas toujours la chance d'être là aux dernières minutes hein, en tant que professionnel et quoi. Ils peuvent décéder au milieu de la nuit, en fin de soirée ou dans les journées où on n'est pas là, c'est sûr. Mais il y a toujours une équipe. On fait partie d'une équipe. Alors, en tant que témoin, j'ai eu la chance d'être là. Et aussi, j'ai eu la chance, parce que j'étais gestionnaire de bénévoles, de cueillir leurs histoires, d'accompagner les bénévoles qui accompagnaient les personnes mourantes. Alors ça a été un cadeau extraordinaire. Je pense que c'est le plus bel emploi que j'ai jamais eu. De pouvoir les accompagner et les guider là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Mais là, ça ne va pas. Est-ce que je peux m'y prendre de telle autre façon? Et souvent, j'étais au courant quand même de ce qui se passait là, par rapport à certaines personnes. Alors, c'était vraiment bien. Et ces bénévoles-là m'ont apporté des histoires qui étaient très, très émouvantes, qui racontaient les peines, les regrets des gens, les moments de bonheur aussi, parce qu'il y en avait quand même beaucoup, surtout lorsque il y avait des retrouvailles, des célébrations, comme par exemple de Noël, les fêtes. Et même, on a vu des mariages hein, qui ont eu lieu sur les unités. Alors, c'était des moments vraiment bien. Et l'inspiration aussi, il y avait des histoires très inspirantes parce que les gens racontaient tout ce qu'ils avaient intégré et appris dans ça. Les personnes en fin de vie nous montrent vraiment comment vivre, puis qu'est-ce qui est important. Alors, ça, c'était vraiment bien. Puis, il y avait aussi, comme tu me demandes de parler, qu'est-ce qu'il en était de fin de vie. Je regarde mes notes de temps en temps. Oui, définitivement. Oui. Alors, je pourrais peut-être vous raconter une histoire qui m'avait beaucoup émue. Et cette histoire-là n'est pas dans mes livres. Dans mes livres, je raconte beaucoup d'histoires. Dans le livre When Death Knocks on Your Door, l'histoire, elle est vraiment juste et je veux dire, comme c'est pas imagé.
Tandis qu'au cas du passage, ben, c'est un mélange imagé et tout ça. Mais il y a une histoire que j'aimerais vous raconter parce qu'elle est toute douce, elle est vraiment bien. Cette personne-là était à la fin de vie. J'arrive à l'unité, j'étais infirmière à l'époque, et le personnel me dit, Myriam, va dans sa chambre tout de suite parce qu'il ne reste plus grand temps à vivre, puis il faut que tu sois là. Et c'était mon quart de travail de toute façon. Puis j'étais vraiment contente d'être auprès de cette personne-là que j'avais accompagnée quand même pendant plusieurs semaines. Alors, je suis arrivée là et en rentrant dans la chambre, puis avant de rentrer dans la chambre, des bonnes respirations pour se préparer à ça, pour laisser tout ce qu'on peut ressentir en dedans, mettre ça de côté si on a des préoccupations, ou etc. Alors, j'ai pris des bonnes respirations et j'entre dans la chambre. Et qu'est-ce que j'aperçois? Il y avait une membre du personnel qui priait à voix haute dans les derniers moments de la personne. Ça peut être correct, mais dans ce cas-ci, le monsieur n'était pas pratiquant. Vraiment pas. Alors, les prières, tout ça, pour lui, ça ne convenait pas. Alors, je lui ai fait signe que je prenais la relève en faisant signe, ben, tu peux sortir maintenant. Pour ne pas dire d'autres choses. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas lui. C'est pas son. J'étais tellement désolée. Alors, je me suis assise près de lui et j'ai dit son surnom, qui était Guidou. Alors, j'ai dit, Guidou, je suis maintenant avec toi, puis je reste avec toi. Alors, Guidou, son visage s'est illuminé, il a souri, il était tellement content. Et je lui ai tenu la main et je l'ai tout simplement accompagné jusqu'à la fin. Et il restait comme moins d'1 heure à vivre. Alors, ça a été bien de juste être près de lui, puis de respecter qui il est, parce qu'en disant son surnom, il était reconnu pour qui il était. Oui. Ouais. Oui. Et tu as eu un respect pour cet individu-là aussi en sachant quelles étaient ses croyances. Donc, moi, ce que j'entends de cette histoire-là, c'est que chacun d'entre nous, on peut avoir nos croyances personnelles, puis ça peut nous soulager puis nous apporter beaucoup de confort. Cependant, il ne faut pas imposer ça sur les autres, surtout pas les personnes mourantes et leurs proches. J'ai remarqué aussi, tu utilises beaucoup le terme accompagnement. Qu'est-ce que ça veut dire accompagnement? Comment est-ce que toi, dans tes expériences, tu définis accompagnement? Accompagnement, c'est d'être avec l'autre, d'être près de l'autre, d'écouter. Et c'est une présence qui est tellement importante. L'une des choses les plus importantes en fin de vie que j'ai pu observer au fil du temps et comprendre, parce que souvent, hein, il faut avoir bien des années pour comprendre finalement, ah, c'est ça que ça veut dire. Alors, une chose que j'ai beaucoup enseignée aux bénévoles dans l'accompagnement, c'est notre présence. Et pas n'importe quelle présence. On peut bien être près de l'autre, puis maintenant, c'est comme la mode avec les téléphones cellulaires. Vous êtes à côté de quelqu'un, puis vous commencez à vérifier vos messages. Ça, ce n'est pas une présence. De regarder sa montre et voir bon, combien de temps que je reste ici encore, j'ai autre chose à faire, vous pensez, ce n'est pas de la présence. La présence, l'accompagnement avec une présence qui est significative, c'est d'être là totalement présente, avec de la compassion, avec de l'amour, si c'est possible. Et puis ça, autant pour la personne qui est mourante, que pour la famille, les amis, les proches qui sont là. Alors, c'est ça que je pourrais dire que ça veut dire. Puis d'être authentique aussi, parce que des fois, on peut arriver dans une chambre ou dans un salon ou dans une maison et on ne se sent pas bien. Plus ou moins bien, ou on a des préoccupations qui sont très importantes et surtout quand on est professionnel, nous devons être là. Mais on est des humains aussi et on peut avoir des difficultés certaines journées. Mais c'est important de reconnaître comment on est, de prendre des bonnes respirations et de laisser aller toutes ces choses-là, puis d'être le plus possible avec la personne. OK. Là, encore une fois,
être présente. Alors, je veux vraiment mettre de l'emphase là-dessus. Présentement, je suis bénévole dans un nouveau centre palliatif et j'aide avec mon ancien rôle. Donc, je rencontre les nouveaux bénévoles et je fais la session d'information. Par la suite, les gens viennent pour un entretien individuel. Et une des questions que je demande, c'est quelles sont les qualités d'un bénévole en soins palliatifs? Qu'est-ce que vous pensez que les bénévoles ont besoin d'exercer ou de démontrer? Immanquablement, les gens me disent être présent. Mais je crois qu'on entend tellement ce terme-là que moi, j'aimerais savoir là, comment est-ce on y arrive? Est-ce que toi, tu as des suggestions ou peut-être même une histoire à partager de qu'est-ce que c'est d'être présent? Je pourrais vous raconter une histoire. Je pense que j'hésite un peu parce que là, on touche à des croyances, à autre chose, puis je veux respecter les croyances des gens. Alors, si pour vous, lorsque je dis Dieu, ça veut dire autre chose, ben vous prenez ce nom-là. Euh, je- oui, je vais vous raconter l'histoire. J'avais un bénévole qui tombait assez facilement dans la colère. S'il y avait des choses qui le dérangeaient, que le personnel lui disait quelque chose qu'il aimait, lui demandait de faire des choses qu'il n'aimait pas, ça le frustrait souvent, puis ça amenait des choses. Mais là, cette fois-ci, c'était avec un patient, un homme qui se mourait. C'était un père de famille et sa jeune fille, puis là, quand je dis jeune fille, là, elle était adolescente. Et les deux, ils étaient vraiment toujours beaucoup en colère. Et surtout la jeune fille, elle faisait du bruit dans la cuisine, elle claquait les portes d'armoire. Bon, là, je vais nommer le bénévole, je vais le nommer Emmett. Et lui, quand il entendait tous ces bruits-là, ça le mettait mais en furie, en furie. Et ça faisait quelque temps qu'il travaillait avec ces gens-là, puis là, il n'était plus capable. Alors, il arrive dans mon bureau et il me dit, Myriam, as-tu une minute? Puis là, je voyais, il était rouge de colère. Pouf, j'ai dit, là, je suis mieux, moi, de prendre une bonne respiration parce que là, ça va être corsé. Alors, j'ai pris des bonnes respirations, ferme la porte, assis-toi, et je l'ai écouté. Et il m'exprimait toute sa colère par rapport à cet homme qui était vraiment pas plaisant, la jeune fille, etc. Et je l'ai écouté. Et naturellement, on ne peut pas être présente. Lui, il ne pouvait pas accompagner cette personne-là dans l'état où il était. Ça, c'était certain. Et une des premières choses que je lui ai dit, j'ai dit, écoute, là, tu n'es pas obligé de retourner vers cette personne-là. N'entre pas dans la chambre quand tu es comme ça. Parce que tu fais juste activer leur colère. Tu ajoutes de la colère, eux autres sont encore plus à colère, alors ça donne absolument rien. Et une fois qu'il s'était calmé un peu, là, je lui ai dit, tu voudrais-tu essayer quelque chose de nouveau? Quelque chose pour voir, au moins pour te préparer pour les autres patients, parce que tu n'es pas obligé d'aller là. Alors là, je lui ai enseigné comment se calmer. Et connaissant ses croyances, il était catholique très pratiquant. Et heureusement, comme moi, en tant que catholique, je savais exactement en quoi il croyait. Puis on avait déjà parlé de toute façon. Alors, je lui ai dit, maintenant, tu vas aller à la chapelle. C'est un endroit très tranquille. C'était peut-être le seul endroit tranquille où on pouvait se calmer un peu. Tu vas te placer à un endroit que personne ne te voit pour que tu ne sois pas dérangé. Et là, tu vas respirer et tu vas prier. Et tu vas demander à Dieu qu'il te remplisse le plus possible d'amour, de paix à l'intérieur de toi. Et prends le temps qu'il faut. Prends vraiment le temps qu'il faut. Et quand tu te sentiras bien, fait que là, c'est vraiment soi, hein? On revient à soi, c'est ça la présence. Alors, quand tu seras bien, là, tu pourras retourner à ton travail et avant d'entrer dans quelque chambre que ce soit, prends 3 bonnes respirations pour t'assurer que tu sois connecté à cette paix-là. Alors, il a fait ce que je lui ai dit.
J'étais contente qu'il ait essayé au moins. Et Mhm. lorsqu'il est revenu vers l'unité pour travailler, qu'est-ce qu'il voit? La cloche de cette personne-là qui sonnait encore une fois. Ah ben là, il est devenu colérique complètement. Il dit, j'étais tellement en colère. Et là, je me suis présentée, j'arrivais vers la chambre. Il allait rentrer comme ça dans la chambre, hein. Oh. Mais il s'est arrêté. Myriam me dit de prendre 3 respirations. Parfait. Alors là, il a respiré, il a pris 3 respirations et reconnecté avec... je commence à avoir des émotions parce que c'est très beau ce qui est arrivé. Ça m'arrive à chaque fois que je raconte l'histoire. Ouais. Alors, il rentre dans la chambre dans cet état-là et en rentrant, le patient le regarde et lui dit, « Je vois Dieu à travers toi. » Et il l'a répété 3 fois. « Je vois Dieu à travers toi. » En lui tendant la main. Alors, Emmett a pris la main du patient et il s'est assis à côté de lui en restant dans cet état-là encore. Et il l'a écouté et naturellement, le patient lui a parlé de toutes ses inquiétudes par rapport à sa fille qui allait la laisser seule. Il n'y avait personne d'autre dans la famille là, de très, très proche d'elle. Et il l'a écouté, ils ont eu une très belle relation. Et Emmett est revenu dans mon bureau après, il dit, « Myriam, as-tu 2 minutes? » « Oui. » Mais là, je voyais qu'il était plus calme, mais il y avait quelque chose de bizarre qui se passait. Et là, il me racontait cette histoire-là. J'en avais presque les larmes aux yeux tellement c'était beau. Mais quelle fierté! Puis, il y a tellement de belles choses que j'entends dans cette histoire-là. D'abord, même avec Guidou, je veux ramener l'histoire de Guidou, mais Guidou et Emmett, tu as su de les connaître comme des personnes. Donc, de pouvoir respecter chacun en soi. Alors, Guidou qui n'avait pas de croyance, Emmett qui en avait, et de prendre ces personnes-là telles qu'ils sont. Parce que, comme tu as mentionné tantôt, on est une équipe. Alors, les bénévoles, autant que les professionnels, tous ces gens-là qui rentrent dans ces chambres-là, c'est tellement important qu'on soit présent. Et bravo que Emmett savait de pouvoir aller te parler quand il était en colère. Mais quand tu as commencé à raconter l'histoire, moi, je pense juste à l'adolescente, les hormones, tout le kit, là, les portes. J'ai 2 filles. Ça claquait des portes. Mon fils, ça faisait pas la même chose. Mais cette pauvre jeune femme-là, elle était fâchée. Elle savait que papa quittait, puis elle était pour se retrouver seule. Puis c'est tellement un bel exemple qu'on n'a pas toujours les mots pour exprimer. Donc, nous, l'équipe, les bénévoles et les professionnels, c'est de pouvoir voir encore plus loin que les mots. D'être présent, c'est d'observer, c'est d'écouter. Et que Emmett, il a même entendu ta voix avant qu'il rentre dans la chambre. OK, Myriam m'a dit, mais j'étais pour te dire, hey, t'en avais du pouvoir, mais en plus il a respecté ce que tu disais parce que c'est venu chercher que oui, c'était important. Puis regarde le beau moment que ça l'a donné. L'autre chose que je retiens avec un peu d'humour, quand il était en colère, il te demandait si tu avais 1 minute. Mais une fois qu'il était calme, il te demandait si tu avais 2 minutes. C'est important. Merci Myriam pour cette belle histoire. Je pense que pour plusieurs d'entre nous, ça vient résonner quelque chose. Il y a un message important aussi. N'importe quand on rentre dans une chambre, c'est important de se centrer, d'être présent, de tout laisser derrière, puis d'être là pour cette personne-là, d'être à l'écoute et d'observer. Merci. Alors, si je constate, entre l'histoire à Guidou et l'histoire à Emmett, chaque personne est unique, n'est-ce pas? Alors, puis même dans ton livre, tu écris beaucoup que chaque personne est unique. Puis, tu parles beaucoup d'expériences, mais nos expériences, est-ce qu'on se fie sur ça? Est-ce que c'est acquis? Oui, heureusement. Et même si on a 5 ans, 10 ans,
30 ans d'expérience, quand on arrive auprès d'une personne, c'est encore une nouvelle relation, c'est une nouvelle personne qui est devant nous, puis nous, on est différentes aussi. Alors, c'est toujours unique. On est toujours un peu à se demander, qu'est-ce que je fais maintenant? Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce qui va être approprié de dire, de faire ou quoi? De dire, c'est facile. On a juste à se taire et écouter. Mais il faut quand même dire quelques mots. Quand j'enseignais aux bénévoles, une bénévole, entre autres, que je me souviens, 6 mois après qu'elle avait commencé à travailler auprès des personnes mourantes et de leur famille, elle vient me voir, elle dit, Myriam, elle dit, je ne comprenais pas grand-chose quand tu m'enseignais. Elle dit, il y avait des trucs là, je ne comprenais pas. Elle dit, là, je l'ai maintenant. Je sais ce que tu veux dire. Elle dit, finalement, accompagner les personnes mourantes, là, elle dit, c'est une thérapie de choc. Choc. Qu'est-ce que tu veux dire exactement, une thérapie de choc? Elle disait que on est toujours face à soi-même. On est toujours devant son miroir. Il faut regarder, il faut vraiment être conscient de comment on ressent. Fait que là, je viens de vous l'expliquer. Il faut surveiller ses paroles. Il faut surveiller notre langage non verbal, parce que si on rentre dans une chambre et qu'on leur démontre par notre non-verbal qu'on est pressé, bien, la personne ne va pas nous parler, ça c'est certain. Elle dit finalement, elle dit c'est vraiment une thérapie de choc. Alors j'ai vraiment aimé cette image-là, puis je l'ai utilisée par la suite, parce que le choc, c'est qu'on est brassé constamment à l'intérieur de soi. À tous les niveaux. Au niveau des émotions, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Au niveau psychologique, parce qu'il faut toujours se surveiller. Et en même temps, on doit être naturel. Alors, c'est comme pas évident. Mais quand on se connaît vraiment soi, bien là, à ce moment-là, on peut être un peu plus à l'aise. Et lorsqu'on a des connaissances, c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne formation avant de commencer travailler auprès des personnes mourantes. Qu'on se connaît et qu'on a l'expérience aussi, au moins un peu, là, pour savoir qu'est-ce qu'il y en est, mais là, on peut vraiment plus aller vers notre intuition. Puis peut-être que je devrais juste ajouter, vous savez, comme tu sais, Lise, et l'auditoire aussi, il y était un temps, il était une fois, il n'y a pas si longtemps, peut-être 50 ans ou 60 ans, je ne sais trop, mais à l'époque de nos grands-parents, les gens n'avaient pas de formation pour accompagner des personnes mourantes. Les personnes se mouraient à la maison avant que le système médical prenne en charge la maladie, la mort, etc. Fait que ces gens-là, ils s'entraidaient, les voisins venaient, la famille. Ben moi, j'ai déjà fait une chose. Écoute, ça m'a aidé dans le passé. Ils échangeaient leurs connaissances. Maintenant, c'est le système médical qui a pris ça en main beaucoup. Et les connaissances, ben, on les obtient, on a beaucoup maintenant de connaissances. On peut les obtenir par les professionnels qui vont nous expliquer, par les livres, les lectures. Il y a tellement de choses qui existent maintenant. Exactement. Et ce que tu apportes aussi, c'est en travaillant en équipe, on se consulte, les bénévoles autant, et on apprend, il y a le mentorat des gens qui ont déjà de l'expérience. Alors, on peut mettre ça dans notre petit sac pour pouvoir nous aider avec la prochaine personne. Et tu as mentionné faire confiance à soi puis son intuition. J'imagine que tu dois avoir une autre histoire à nous raconter. Ah, oui. Où j'étais vraiment mal prise comme bénévole. Ah, là, tu étais bénévole. Ah oui, j'ai fait du bénévolat en plus parce que j'ai laissé comme infirmière. J'ai commencé comme bénévole parce que ça me manquait, cette approche-là. Et là, comme bénévole, j'arrive et je faisais du bénévolat avec mes anciennes collègues de travail, donc ils connaissaient mes capacités, mon expérience. Alors, ils mettaient toujours les 2 pieds dans les plats comme il faut, là. Il y avait une dame qui était très, très agitée et elle risquait de tomber de son lit à tout moment. Et puis là, on me dit, Myriam, va la surveiller et si possible, fais quelque chose pour qu'elle se calme. Ben là, je me disais, qu'est-ce que je peux faire? En tout cas, je suis rentrée dans la chambre
Et ça n'a pas été long que je me suis aperçue que je ne pouvais pas approcher de son lit. Il n'y en était pas question. Je devais rester au moins à 5-6 pieds de son lit. Parce qu'aussitôt que je faisais un pas plus proche, elle commençait à s'agiter et elle voulait sauter en bas du lit. Donc, je ne Oh. pouvais pas lui tenir la main. Je ne pouvais pas parler. Parce que si je disais un mot, elle s'agitait. Je pense qu'elle avait des hallucinations. Fait que là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais pour l'accompagner? Qu'est-ce que je fais? Et c'est là notre intuition, nos expériences et tout ça. Mais là, l'intuition me dit, et si je fredonnais une berceuse? Hmm. Et la berceuse qui m'est venue, c'est la berceuse de Brown. Je ne sais pas si tu la connais. Oui. Beaucoup de gens connaissent la berceuse, mais ils ne connaissent pas le nom. Alors, j'ai commencé à fredonner la berceuse, tout doucement. Et puis c'est drôle, comme dans ma tête, je l'entends presque, cette berceuse-là, quand Ah, je veux je raconter. l'entends aussi. Mais là, je pense qu'il y a de la magie dans l'air. Alors, j'ai fredonné tranquillement la berceuse, mais tout doucement au début. Je ne l'entends pas beaucoup, par contre, mais je l'ai fredonné. Et tranquillement, la personne s'est calmée. Elle a arrêté de bouger parce que ses doigts bougeaient tout le temps. Elle a arrêté de bouger. Puis elle s'est endormie. C'est une belle berceuse, hein? Et elle s'est endormie. Alors, pour moi, c'était comme une façon d'amener notre expérience, de surveiller, d'accompagner l'autre. Puis là, ben, c'est vraiment ma voix qui l'a amené. Puis moi, dans ma voix, je mettais l'intention que l'amour passe et que la compassion passe vers elle pour qu'elle puisse. Et le reste de la soirée, ben, une fois qu'elle était endormie, j'ai été voir d'autres patients. Et de temps en temps, je revenais, je m'assoyais. Et je fredonnais encore la berceuse, au moins quelques minutes pour lui montrer qu'elle n'était pas seule. Ah, c'est tellement beau. Donc, encore une fois, c'est que on n'a pas besoin de parler nécessairement. On peut trouver autre chose, là. Ah, c'était un petit peu de musicothérapie. Excellent. Quelle belle histoire. Puis justement, en parlant de communication, alors tantôt, tu as mentionné le non-verbal. Le verbal, mais d'utiliser très peu de mots. Là, on a parlé d'utiliser musique parce que c'est de la communication. Tu as aussi parlé de tenir la main. Tout ça, c'est toutes des formes de communication. Puis on pourrait en parler longuement de communication. Mais qu'est-ce que tu aimerais partager avec notre auditoire? Qu'est-ce qui est le plus important à retenir face à la communication? Dans la communication, puis là, Jenna va afficher une diapo que j'ai préparée. OK. Et sur cette diapo-là, c'est un caractère chinois qui veut dire le verbe écouter. Et ça donne vraiment un message significatif. Regardez ça, ce caractère-là. Là, c'est dans le mot écouter. Une partie veut dire les oreilles, puis on en a deux, hein? Fait qu'on peut écouter beaucoup plus facilement avec deux oreilles. Il y a vous, donc ça veut dire soit être présente et d'être présente avec toute notre attention. Il y a une partie du caractère, c'est notre attention. On écoute avec les yeux aussi, parce que le non-verbal nous dit beaucoup, hein, si la personne elle est déprimée, si elle est joyeuse ou elle nous cache des petites choses ou qu'elle hésite. Tout ça, avec les yeux, on peut le détecter. Et l'autre chose importante, c'est avec notre cœur. Alors, le verbe écouter dans le caractère chinois nous dit beaucoup de choses. Et il n'y a à nulle part que c'est indiqué qu'on écoute avec notre parole, n'est-ce pas? La bouche n'est pas là. La bouche n'est pas là. Oui. Alors, je trouve ça vraiment... alors, pour être vraiment à l'écoute de qu'est-ce que l'autre veut nous dire, il faudrait commencer par voir où nous en sommes nous-mêmes. Est-ce qu'il y a... lorsque je veux dire des choses en tant que membre de la famille, on devrait se poser la question, est-ce qu'il me reste des choses à dire avant que la personne parte, avant qu'elle décède? Est-ce que j'ai besoin de me libérer quelque chose pour avoir un petit peu plus d'harmonie
dans ma relation avec cette personne-là et avec moi-même, puis avec les autres membres de la famille. Et ces prises de conscience-là, une fois qu'on le sait, mais là, ça va nous guider dans comment communiquer avec l'autre. Parce que là, on parle vraiment de communication. Parce qu'à la fin de vie, c'est le temps d'alléger ce qui nous reste encore sur le cœur. Puis ça, autant pour soi que pour la personne qui décède, pour la famille aussi, la famille des proches. Et la communication, dans le caractère chinois, ça le montre, on n'a pas besoin de parler. On peut aussi faire une communication à un autre niveau, de cœur à cœur. Parce que l'autre personne, la personne qui décède, qui est à la fin de vie, va ressentir les choses. Elle va ressentir votre peine, elle va ressentir vos regrets, elle va ressentir ces choses-là. Vous pouvez lui parler juste de cœur à cœur si vous n'arrivez pas à le dire à voix haute. Parce que ce n'est pas évident là, de communiquer de cette façon-là. Et même de âme à âme, si je peux me permettre. Alors, c'est important là, de trouver une paix d'une façon ou d'une autre à ce moment-là. Oui, oui. J'ai eu l'honneur et le privilège. Je me souviens avec ma belle-sœur et aussi avec une tante qu'on a eu des moments seul à seul. Puis les messages qu'elles m'ont laissés, ces deux femmes-là, c'est bien important. Ma tante, d'ailleurs, qui avait 4 enfants, m'a dit, en tout cas, oublie pas, continue les vêtements d'enfants, quand tu n'en as plus de besoin, tu donnes ça à quelqu'un d'autre parce qu'une autre maman va toujours en avoir de besoin. Oui. Donc, pour elle, ça, c'était important, l'entraide, etc. Alors, c'est pas toujours banal, puis c'est des conversations qu'on se souvient. Et justement, Myriam, tu parles en fin de vie, des messages importants, etc. Mais parfois, les gens ont pas eu cette occasion-là d'avoir une conversation. Ils vont peut-être, ils sont à l'extérieur de la ville, ils reçoivent l'appel pour dire « Viens vite, maman nous quitte, si tu veux la voir encore de son vivant, etc. » Mais là, ils ont une culpabilité parce que là, ils arrivent et ils disent qu'il est trop tard. La personne, elle est déjà partie. Qu'est-ce qu'on fait si on arrive, puis je mets ça entre guillemets, trop tard au chevet de la personne mourante? De l'expérience que j'ai vue, des expériences que j'ai eues au niveau professionnel et au niveau personnel, et des expériences des gens aussi, là, de toute personne que j'ai accompagnée, des bénévoles et tout ça. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Parce qu'on peut communiquer d'une autre façon. Si on arrive à la toute fin et que la personne est dans un coma ou inconsciente, parce qu'il y a plusieurs mots pour définir la même chose, on peut encore parler à la personne parce qu'elle peut nous entendre. Et de nous entendre, ça a été vérifié souvent par des études, etc. Des personnes qui sont décédées pour un certain temps, qui sont revenues. Il y a des livres qui en parlent, et beaucoup de ça, qui étaient dans un coma, qui revient. Elles entendaient les personnes, elles savaient ce qui se passait. Alors, elle peut nous entendre. Donc, si on arrive à la toute fin, puis la personne est sur son dernier souffle, on peut encore dire quelques mots. Donc, il n'est pas trop tard. Si la personne est décédée, et qu'elle est encore dans la pièce où elle est décédée, vous pouvez encore lui parler. Ça vous fait du bien, vous dégagez les choses et vous ne restez pas avec tout ça en vous. Et si ça fait même plus longtemps que ça, encore, vous pouvez lui parler d'âme à âme, de cœur à cœur, et la personne va vous entendre. Parce que de l'autre côté des choses, j'aime croire qu'on peut encore communiquer. Et ça, on le sait, il y a bien des gens qui ont eu de l'expérience à ce niveau-là. Alors, puis là, vous pouvez exprimer votre gratitude, vos pardons, vos regrets. Parce qu'il y a des belles choses aussi, comme tu viens de mentionner, que les gens vont nous dire, et les souvenirs qu'on a, on peut les raconter aussi, puis dire « Hey, écoute, merci de tout ça, de tous ces apprentissages-là. » Si tu me permets, moi, j'ai une petite histoire parce que justement, en faisant la formation avec les bénévoles, c'est une des questions.
qui arrivent souvent, comme pourquoi des fois il y a des gens qui meurent seuls, pourquoi il y en a qui sont entourés de leur famille, qu'est-ce qu'on dit à la famille que leur être cher, ils ont passé comme 48 heures avec cette personne-là, puis la personne décède seule, puis là, ils se sentent mal. Et justement, je pense que ça revient à l'équipe de rassurer les gens que parfois, la personne mourante choisit son temps pour épargner la famille, pour épargner les proches. Je me souviendrai toujours, puis tu sais, tantôt quand tu as dit tu viens émotive, moi, cette expérience-là a fait quelque chose. J'étais quand même assez nouvelle en soins palliatifs pédiatriques. Et il y avait une maman célibataire qui était au chevet de son enfant tout le temps, tout le temps. Et c'était une fumeuse, là. Elle avait besoin de sa cigarette. Puis, elle sortait dehors très rapidement pour prendre sa cigarette. Elle revenait. Puis, cette journée-là, ça faisait plusieurs jours là, que c'était « Ah, ça va venir bientôt, l'enfant va mourir bientôt. » Donc, maman ne voulait pas quitter. Elle voulait absolument être avec son enfant jusqu'au dernier respire. Et à un moment donné, il y a une infirmière qui lui a suggéré, là, tu es très agitée, puis c'est pas la berceuse Brahm qui va l'aider dans ce point-là, va prendre ta cigarette, va prendre une bouffée d'air frais, puis ça va te faire du bien. On va surveiller. Ben, tu peux imaginer, c'est durant ces quelques minutes-là que son fils nous a quittés. Et quand maman elle est revenue, elle ne comprenait pas. Elle dit, toutes ces heures-là que j'ai passées à son chevet, etc. Une chance que les infirmières, avec de l'expérience et tout, ont pu la rassurer, puis ont dit, oui, mais tu as été là pendant tout ce temps-là. Il voulait sûrement t'épargner de ce moment-là. Mais là, tu es avec lui maintenant et tu peux nous aider à le laver, à préparer son corps, etc. Et tu peux encore lui parler. Mais il savait. Donc, on croit qu'elle a fait la paix avec ça, mais si cette histoire-là peut aider d'autres gens qui ont peut-être vécu ce moment-là. Moi, je me souviens justement d'un livre que j'ai lu, Final Gifts, et c'était beaucoup des histoires comme celle-là qui nous aident à se réconcilier un peu avec ça. Là, j'aimerais peut-être entamer le sujet de la proche aidance. Et justement, hier, je parlais avec des infirmières au centre palliatif. Et elle me disait, des fois, là, c'est les familles qui en prennent tellement soin de ces personnes mourantes-là, c'est eux autres qui y en ont tellement lourd sur les épaules, sont à bout. Ils nous arrivent à la maison de soins palliatifs, puis c'est quasiment comme, OK, là, j'ai tout fait, prenez-en soin de maman. Comment est-ce qu'on peut traverser la proche aidance sans se brûler soi-même? Ça, c'est une grande question et c'est pas évident. À cause de bien des facteurs, la façon dont on a été élevé, si on peut dire, surtout beaucoup plus les femmes, à être aidantes, à tout faire pour les autres et surtout de ne pas penser à soi. Dans une certaine génération, en tout cas dans la mienne, j'ose pas dire la tienne aussi. Moi, tu peux le dire. Oui, et nos parents ou nos mères, c'était de prendre soin des autres, puis on s'oubliait totalement. Alors, ça c'est révolu, ce temps-là. Il faut vraiment prendre soin de soi et commencer tout de suite lorsqu'on a un diagnostic que la personne, elle est très malade, au tout début, pour créer une habitude. Et ce n'est pas toujours évident, mais il faut le faire tout de suite. D'ailleurs, une amie qui accompagne présentement une des membres de sa famille, elle me racontait comment elle était là continuellement. Mais puis là, je lui ai dit, ben, tu prends-tu un petit peu d'air, au moins comme 2 minutes, comme tu disais, là, avec cette mère qui fait ça, qui est partie quelques instants,
Puis ça arrive souvent, hein, des histoires comme ça. Et là, je disais à cette amie, j'ai dit, puis là, on porte les masques, là. J'ai dit, l'air que tu respires, c'est pas de la bonne air, là, c'est notre CO2 qu'on va prendre, au moins ouvre la porte, puis respire de l'air frais. Elle dit oui, elle dit, je devrais faire ça. Puis elle dit, il y a un beau jardin à côté, elle dit, je pourrais y aller aussi. Prends un petit peu de temps. Surtout quand il y a d'autres membres de la famille qui sont là, sors, va faire une promenade. Ça, c'est prendre soin de soi. Il y a bien des façons de le faire. Et quand on n'est pas à la toute fin, c'est important d'avoir de l'aide. Et pour de l'aide, un instant, là, je ne veux pas mêler toutes les choses, surtout pour Jenna avec les informations, mais ça va venir. Alors, pour de l'aide, on peut communiquer avec des personnes qui vont... Ah, parfait. Bon, je vais parler de ceci en premier. Pour les personnes aidantes, là, ils font énormément de travail, ils se consacrent à énormément de temps. Comme par exemple, si on regarde en Ontario, et c'est semblable au Québec, parce que là, je sais qu'il y a plusieurs personnes de différentes provinces qui nous écoutent. En Ontario, il y a plus de 3,3 millions de personnes qui sont proches aidantes. Peux-tu imaginer? C'est énorme. Au Canada, il y en a 8 millions. Puis ça, c'était dans les années 2020. La plupart sont des femmes en Ontario, dans d'autres, non, un peu plus de femmes que d'hommes, mais au Canada, on dit qu'il y a plus de femmes. C'est souvent des conjointes. Et quand on regarde en Ontario, les 65 ans et plus, ce sont les personnes qui donnent le plus grand nombre d'heures de services. Puis ça, c'est normal parce qu'à 65 ans, si vous avez un conjointe, ben, ces personnes-là sont très malades et donc donnent beaucoup d'heures. Et notre contribution sociale est de 51,5 milliards de dollars. Par curiosité, Myriam, est-ce que les bénévoles qui travaillent en soins palliatifs, etc., est-ce qu'ils sont comptés dans ce chiffre-là? Je ne crois pas. Non. En plus, il y a les bénévoles, parce que les bénévoles et les professionnels, ce sont des proches aidantes aussi. Absolument. Oui. Absolument. Oui. Alors, on peut enlever cette diapo, puis on reviendra plus tard pour l'autre. Merci. Ça met les choses en perspective. Oui, parce que souvent, on se dit, ben, je n'ose pas demander de l'aide, je ne veux pas appeler des services, puis on sait que ça coûte beaucoup à la société, mais franchement, on leur sauve tellement d'argent. Alors, il faut demander de l'aide. Et de l'aide, ça peut être d'une voisine, Oui. ça peut être des services de bénévoles qui peuvent venir 4 heures à la maison. Et là, pendant ce temps-là, nous, on peut faire autre chose. Comme aller chez la coiffeuse, le coiffeur, le barbier, aller faire une promenade de santé, aller prendre un café avec une amie, faire des choses pour se détendre, ou même aller voir un bon film. 4 heures, on a le temps. Puis il y a des services qui donnent cette chance-là. Il y a aussi d'autres services qu'on pourrait avoir, comme par exemple des centres de jour. Il y a beaucoup de centres de jour qui existent où on peut inscrire la personne et la personne va être là pendant 5 heures. Elle va avoir du plaisir avec d'autres personnes qui sont à peu près dans la même situation, comme par exemple en soins palliatifs. Aussitôt que que la personne a un diagnostic, que ce soit du cancer ou quoi, des maladies qui peuvent être terminales, ben, la personne peut être inscrite et une fois par semaine, elle peut recevoir ces services-là. Et moi, j'ai vu et j'ai même participé à des centres de jour. Je vous garantis que la personne peut avoir beaucoup de plaisir. Et si elle est trop fatiguée pour participer, elle est dans un fauteuil style Lazy Boy et elle peut dormir pendant ce temps-là, puis ils peuvent écouter de la musique, il y a un repas, puis un bon repas santé. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et de temps à autre aussi, quand on se donne la permission de le faire, on peut aussi demander un service de répit. Ce qui veut dire qu'un endroit où ils ont des lits de répit peuvent prendre la personne en charge pendant 1 semaine, 2 semaines, pendant que nous, on peut aller faire un petit voyage, une détente, quelque chose qui va vraiment recharger nos batteries. Parce qu'il faut se recharger soi-même. Sinon, on brûle,
Et ensuite, ce qui n'est pas un beau scénario, c'est qu'on va avoir besoin de soins nous-mêmes parce qu'on va tomber malade. Alors, on n'est plus d'aucune utilité. Alors, il ne faut pas se sentir coupable là-dedans dans les soins. Puis peut-être que je pourrais ajouter en même temps, la première chose à faire, c'est de donner, d'avoir de la reconnaissance envers notre corps qui nous soutient, d'avoir de la reconnaissance, de bien le nourrir. La nourriture, à un moment donné, on est tellement fatigué qu'on ne veut même plus, on mange peut-être moins bien. Ajouter des fruits, des légumes de saison dans nos collations plutôt que de manger des trucs qui ne sont pas bons, puis de sortir un peu. Le matin, quand on se lève, j'ai appris par la force des choses parce que je suis proche aidante aussi. Et Oui. en parlant, toi, Lise, je sais qu'il y a certaines choses que je devrais faire un petit peu mieux. Comme par exemple, prendre une vacance. Je ne suis pas encore capable, mais je vais le faire. Alors, une chose que l'on peut faire quand on se lève le matin, si l'autre personne dort encore, bien, prenez cette minute-là, ou 5 minutes ou 15 minutes pour vous-même. Allez pas courir puis voir, bien, viens-t'en, lève-toi, c'est l'heure du déjeuner. Non, laissez-le dormir. Prenez du temps pour vous-même. Pendant que vous vous brossez les dents, c'est votre minute à vous. Regardez-vous dans le miroir puis faites un beau sourire. Puis même riez de vous si vos cheveux sont tout à l'envers, c'est bien correct aussi. Alors, il faut prendre le temps pour ça. Puis prendre le temps de se regarder dans le miroir puis se motiver puis dire « T'es bonne, t'es capable, continue, je t'aime. » Oui, puis une phrase que j'ai bien écrite dans mon livre, je crois que c'est le livre anglais, parce que là, j'ai de l'enseignement, je n'ai pas juste des histoires, c'est de se dire ce que tu fais présentement, c'est parfait comme que c'est. Une phrase que j'ai lue d'une auteure il n'y a pas longtemps disait « Juste d'être présente, c'est déjà suffisant. D'être présente, c'est suffisant. » Je le répète, ce n'est pas parce que je radote. Je répète, il faut qu'on puisse vraiment l'intégrer. Quand on fait plus que d'être présente, c'est déjà beaucoup. Et la plupart des proches aidantes, ils font beaucoup plus que juste être présents. Alors, c'est important de se le rappeler. On est parfait. J'ai entendu à travers les branches. Puis là, je ne sais pas si toi, tu as le droit de dévoiler quelque chose, mais il semble que Compassion Ottawa a créé un projet pour les proches aidantes. As-tu quelque chose que tu peux nous annoncer? Court, hein? Mon petit doigt me dit que bientôt, Compassion Ottawa commence à travailler sur un projet de soutien aux proches aidants. Alors, c'est une primeur. J'espère que ma patronne ne sera pas trop choquée que je l'ai mentionné. On va commencer à travailler sur ce projet-là. Un projet, ça prend quand même du temps. Alors, ce que je vous conseille, c'est de surveiller le site Internet de proches aidants, donc de Compassion Ottawa, puis il va y avoir quelque chose qui va se dérouler à un moment donné. Mais là, je n'en dis pas plus. C'est déjà beaucoup. Alors là, on est aux aguets. Mais je crois que c'est une reconnaissance, justement, suite aux statistiques que tu nous as montrées. Et la population, elle est vieillissante. Donc, et de plus en plus, les gens désirent demeurer chez eux. Donc, je pense que l'expression est en anglais, mais le timing, il est bon pour justement un projet comme ça. Et on arrive déjà à la fin de notre présentation. Ça s'est déroulé tellement rapidement, Myriam. On aurait pu continuer. Ben, toi et moi, on pourrait toujours continuer. Je pense qu'il n'y a pas de problème là. Mais je voulais offrir justement aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, Compassion Ottawa offre des ateliers. Et là, dans les dernières années, ça a été justement par Zoom. On ne sait pas quand est-ce qu'on va retourner en présentiel. Cependant, si vous voulez consulter nos ateliers sur le deuil et le chagrin, pour vous aider soit avec votre deuil ou si vous voulez référer
notre site et nos ateliers à des proches, à de la famille, aux voisins, veuillez voir sur notre site Internet. Et Myriam, j'aimerais beaucoup te remercier. Puis à ce moment ici, on peut prendre une période de questions avec les gens. Alors, je pense que Jenna va nous aider avec cette portion-là. Oui, merci Lise. Et merci beaucoup Myriam et Lise de nous Merci à avoir vous. permis d'écouter votre conversation aujourd'hui. J'aime toujours écouter vos histoires et je prends toujours quelque chose de nouveau. Alors, merci pour cela. Alors, nous allons maintenant lire les questions de notre public. Mais d'abord, je rappelle que si vous avez une question à poser, veuillez la soumettre maintenant dans la boîte de questions et réponses. Alors, notre première question. Comment savoir si la personne dans ces dernières heures est vraiment consciente et en dépit de la médication pour contrôler la douleur? Et assez important, au fond, comment apprendre à être présent plutôt qu'à faire à poser des actes? Myriam, te sens-tu en mesure de répondre ça? Là, il y a 2, 3 questions dans la même. Hein? D'accord. Là, si la personne est toujours consciente malgré la médication, hein? C'est ce qu'on a pensé. J'aimerais bien lire la question, je suis très visuelle. En tout cas, pour que quand une personne reçoit beaucoup de médicaments, je suppose que c'est peut-être la question, des fois on se demande est-ce qu'elle est toujours consciente? Le personnel peut vraiment vous guider à ce niveau-là parce que les infirmières, lorsqu'elles font des soins de base, elles tournent la personne et voient, elles vérifient toujours, voir l'expression du visage si elle est consciente et elle ressent la douleur. Parce que quand on les tourne, s'il y a une douleur, ben, il y a les traits du visage nous le disent beaucoup, oui. Et la personne peut être encore vraiment consciente. On agit toujours, tant qu'elle n'est pas décédée, on agit toujours comme si elle était consciente, qu'elle nous entend et qu'elle ressent notre toucher et notre présence. Une chose qu'une personne m'avait enseignée il y a très longtemps, une massothérapeute, elle disait que le toucher est le dernier sens qui reste à une personne. Est-ce que c'est prouvé ou quoi, je ne sais pas, mais c'est quand même intéressant parce que la personne va peut-être plus voir, peut-être qu'elle va nous entendre plus ou moins, mais elle peut nous ressentir et elle peut ressentir le toucher. Donc ça peut aider à ce niveau-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci Myriam. Il y a une autre question. Pourquoi la personne mourante n'aime pas recevoir de la visite? Oh! Oh! N'aime pas recevoir de la visite. Ça dépend des gens, c'est unique. Certaines personnes veulent juste être seules, mais là, de la visite. Là, c'est pour s'entendre de qui est le visiteur. S'il y a des relations qui sont moins harmonieuses, la personne veut peut-être juste se retrouver à l'intérieur d'elle-même et vivre ces choses comme elle veut l'entendre. La personne qui se meurt tranquillement va restreindre son milieu social, son cercle social. Alors, qu'est-ce qui est et elle va se concentrer sur les personnes les plus significatives. Et elle va choisir qui sont ces gens-là. Et c'est bien important de respecter la personne. Et je dois vous dire que j'ai vécu cette chose-là aussi avec certaines amies qui se décédaient. Elles avaient choisi seulement qu'une ou deux personnes membres de la famille. Alors, les amis, là, dehors. Comme on n'avait pas à avoir à être là. Et si on aime vraiment, ça c'est la clé, si on aime vraiment la personne et qu'on la respecte avec beaucoup d'amour, on va vraiment suivre ses souhaits, ses désirs. Oui. Alors ça, c'est important. Je ne sais pas si Lise, tu veux ajouter quelque chose. Ben, tu sais bien que je veux ajouter quelque chose. Merci. Non, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Pour moi, ce qui était plus difficile, c'était d'expliquer
aux autres gens, surtout les bénévoles. Alors, le rôle qu'on a eu comme coordonnatrice puis gestionnaire de bénévoles, c'était d'expliquer aux bénévoles, il faut respecter le choix de la personne mourante. Mais oui, mais comment est-ce que j'explique à ce visiteur-là? C'est pas à toi d'expliquer, surtout les personnes qui étaient à l'accueil. C'est-à-dire, on leur dit que c'est pas une bonne journée, la famille va les rejoindre un autre tantôt, mais cette personne-là est en fin de vie, elle a le droit à sa dignité, elle a le droit d'être autonome et d'être en contrôle le plus possible jusqu'à la fin. Ouais. Alors, il faut respecter cette personne-là et c'est un signe d'amour, absolument. Est-ce que je peux raconter une petite histoire? Ben, Toute vas-y. courte, juste comme la fin. Il y avait une dame qui était à la fin de sa vie. En réalité, il lui restait 2 heures à vivre, mais on ne savait pas encore. Et dans ces 2 dernières heures, cette femme-là, c'était une mère de famille. Je pense qu'elle avait à peu près 50 ans. OK. Ses enfants étaient là, la chambre était pleine de visiteurs. Et cette femme-là n'a jamais, jamais pu dire non à qui que ce soit. C'était toujours se donner, de dire oui, oui, puis aider les gens, etc. Une très, très belle dame, mais qui n'a jamais vécu pour elle-même. Alors, dans les 2 dernières heures de sa vie, elle a fait sortir tout le monde. Ah, Elle a mis tout le monde à la porte, ouais. littéralement. La seule personne qui pouvait rester avec elle, c'était son infirmière. Et puis là, elle a vécu pour elle-même, Mhm. pour elle-même. Et elle est décédée en compagnie de son infirmière. Alors là, vous pouvez imaginer comment la famille se sentait, hein? C'était vraiment Ouais. l'horreur. Et nous, comme infirmières, moi, je faisais partie de l'équipe qui accompagnait la famille. On les a écoutés, on a expliqué. Il y a bien des gens, comme tu disais, avec la mère qui est partie fumer une cigarette, les Ouais. gens choisissent à la fin ce qu'il en était. Mais là, c'est d'accompagner la famille à ce moment-là. Puis ça, c'est pas Exactement. facile, c'est difficile d'accepter. Oui. Mais quand on aime vraiment la personne, il faut respecter leurs désirs. Ouais, bravo. Merci. Jenna, est-ce qu'on a le temps pour une autre question? Oui. Notre prochaine question. À quel endroit peut-on suivre la formation d'accompagnement pour fin de vie des bénévolats? OK, Hmm. bien. Dépendant où vous voulez faire du bénévolat. Alors, si vous êtes à Ottawa et vous aimeriez faire du bénévolat à Hospice Ottawa ou dans les hôpitaux, chaque, chaque organisme de soins palliatifs qui encourage l'activité bénévole ont le devoir d'offrir la formation aux bénévoles. Donc, il y a quand même un processus pour devenir bénévole. Souvent, il y a remplir un formulaire de bénévolat, d'avoir un entretien individuel, vérification d'antécédents judiciaires, des références, etc. Et de voir même s'il y a un bon match pour justement être aux soins avec les résidents ou les patients. Myriam, est-ce que j'oublie quelque chose? Non, ça, je pense que c'est très bien. Puis là, vous avez une affiche présentement qui pourrait vous guider d'une certaine façon pour voir quels sont les services qui pourraient, lesquels que vous pourriez communiquer pour avoir certaines informations. Merci, Jenna et Paula, de l'avoir affiché. Il y a plusieurs endroits, comme tu dis, qui offrent de la formation. Je pourrais penser, mon Dieu, comment je pourrais penser? Mais je pense que les organismes de proches aidants, soins palliatifs, pourraient vous renseigner. Ou Oui. ce que vous pourriez faire aussi, c'est que des endroits où ils ont de la formation de bénévoles, vous pourriez peut-être communiquer avec la coordonnatrice pour voir si elle ne pourrait pas donner une formation. Je me souviens qu'à une certaine époque, puis là, demandez-moi pas de faire la formation, là, j'en fais. Mais je me souviens à un moment donné qu'on m'avait appelé dans une ville voisine parce qu'on voulait faire de la formation à beaucoup de personnes en même temps. Et puis j'avais donné certaines informations comme ça pour aider les gens. Mais les coordonnatrices, si elles ont du temps, elles pourraient le faire. Et il y a peut-être d'autres informations qui existent à l'extérieur aussi.
Il y a aussi de très bons sites Internet. Je pense à Virtual Hospice qui a tellement, tellement de bonnes ressources. Oui. Alors, vous avez juste à faire une recherche aussi. Oui, merci. Merci, Myriam. Oui. Jenna, est-ce qu'on a le temps pour une... Oui. OK. Notre prochaine question. Si la personne qui se prépare à faire le voyage était vraiment détestable, même envers ses proches doivent-ils sentir obligés d'aller la voir pour l'aider dans son départ, même si le cœur n'y est pas? Hmm. Ah, C'est c'est une une bonne question. bonne. Wow. Si le cœur n'y est pas, et vraiment pas, si la personne vous demande à son chevet, il y a peut-être une réconciliation là, qui va se faire. Alors, avant d'entrer dans sa chambre, respirez bien, préparez-vous et vous pourriez peut-être vous faire accompagner par quelqu'un qui est vraiment à l'aise, un autre membre de la famille qui est en bonne communication avec la personne. Mais à ce moment-là, essayez au moins de mettre un tout petit peu de compassion. Peut-être que je devrais parler de compassion, parce que si l'amour n'y est pas, le cœur n'y est pas là, c'est vraiment difficile. Mais de la compassion, je pense que ce serait la façon la plus facile. En pensant que cette personne-là a vécu des choses qui pourraient être traumatiques, des choses qui étaient vraiment pas plaisantes, ou peut-être tout simplement qu'elle est déplaisante par sa personnalité, ça arrive, mais il y a de la compassion pour cette personne-là. Puis je pense que quand on se remplit de compassion, de penser que en tant qu'être humain, on doit passer à travers beaucoup d'expériences qui nous rend comme on est présentement. Alors, en ayant de la compassion, en se disant, cette personne-là a souffert, cette personne, elle est comme elle est, point, bien là, à ce moment-là, c'est un peu plus facile, avec des bonnes respirations. Puis pendant que vous êtes à ses côtés, si ça va plus ou moins bien, plutôt que de dire des choses qui ne sont pas correctes, respirez. Et puis, il y a peut-être une réconciliation qui va se faire. Et quand vous êtes près de l'autre, moi, ce que je vous conseillerais, en plus de respirer, c'est qu'au niveau du cœur, dites ce que vous avez à dire. Dites ce que vous avez à dire, mais dites peut-être pas avec les paroles si c'est trop difficile. Lise, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? La visite n'a pas besoin d'être longue. Non, merci. La visite n'a pas besoin d'être longue. Et initialement, je pensais aussi, bien, demander à la personne mourante si elle veut vous voir comme visite. OK? Alors encore, le consentement. Peut-être que cette personne-là n'a même pas le goût de vous voir. Mais il y a aussi, des fois, quand les gens sont malades, ils perdent patience puis peuvent être encore plus grincheux. Mais ça me fait penser à Emmett et la famille. C'est que des fois, on n'est pas capable d'exprimer d'où vient notre colère. Alors, Myriam, j'aime beaucoup la façon que tu as exprimé. Beaucoup de compassion, le cœur ouvert. Petite visite. Peut-être que je pourrais ajouter avec les personnes grincheuses, parce que j'en ai rencontré quand même un certain lot. Il y a une J'imagine. chose qu'on peut faire d'une façon respectueuse, c'est d'utiliser le sens de l'humour. Oui. Hein? On peut utiliser, comme si la personne est vraiment pas plaisante, ben, moi j'utiliserais un petit peu d'humour. Ah, ben, l'humeur, pas de bonne humeur aujourd'hui? Ou peut-être, non, je ne dirais pas plus que ça. Oh, le sourire moins facile le matin. Tu n'as pas eu ton, Ouais. t'as pas eu ton café du matin, toi, encore, là? Ou bien, est-ce que tu veux me voir? Vous pourriez lui demander pendant que vous êtes là, est-ce que tu préfères que je parte? Oui. Ça pourrait. Puis là, l'autre va dire, ben non, ben non. Ou peut-être qu'elle va dire oui, mais si elle vous dit, ben non, ah, OK. Fait que là, vous avez la permission, vous restez. Oui. Puis si elle dit non, j'aime mieux être seule, ben là, vous partez, c'est tout. Même si Oui. vous avez voyagé pendant 3 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures pour la voir, ben au moins, soyez avec les personnes autres de la famille ou les amis qui ont peut-être besoin de vous et vous que vous avez besoin d'eux autres. Mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe, parce que des personnes sont tellement accueillantes. Moi, j'ai vu des familles qui avaient comme
oh mon Dieu, une trentaine de personnes dans la chambre. C'est nous, le personnel, qui avait de la difficulté parce que c'était trop. L'autre avait Oui. besoin comme de respirer un peu, là. Alors, c'est unique à chaque fois. Allez-y avec votre cœur puis votre ressenti. Bien, je veux respecter le temps de notre formation. Ça se peut qu'il y ait d'autres questions. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis aujourd'hui. On apprécie beaucoup. Si vous avez une évaluation à transmettre à Compassion Ottawa, si vous avez aimé cette formation, cette discussion, veuillez nous le partager. Si vous avez des suggestions de d'autres conversations avec les leaders que vous aimeriez voir, encore une fois, offrez-nous votre rétroaction. Merci Myriam. J'ai tellement apprécié notre temps ensemble. C'était vraiment agréable. J'espère te revoir bientôt. Oui, merci. Puis je pense qu'on va laisser la parole à Michel. À Michel. Et voilà, nous arrivons à la fin d'un entretien qui a été vraiment formidable. Grand merci à Myriam et à Lise d'avoir accepté l'invitation de Compassion Ottawa, de converser sur des sujets qui sont parfois difficiles à aborder. Nous leur sommes très reconnaissants de leur généreuse collaboration pour nous aider à sensibiliser et informer les membres de notre communauté sur des questions de fin de vie. Et je remercie aussi tous nos invités et les participants en ligne de leur intérêt. Nous espérons que la conversation vous a plu et que vous nous quittez avec la tête pleine d'émotions et d'informations utiles. Je répète un peu ce que Lise a mentionné tantôt. Notre webinaire sera disponible sur la page ressources de notre site web d'ici quelques jours. Et nous vous encourageons à en informer vos amis, vos connaissances et à faire circuler l'information. Et pour terminer, je vous rappelle que Compassion Ottawa, un organisme sans but lucratif, accepte maintenant des dons qui soutiennent le travail des bénévoles. Il y a différentes façons de contribuer et vous recevrez un courriel de suivi avec un lien. Donc, à la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.